Mai 1940. Pendant que la France s'effondre sous les panzers allemands, à 3000 km au nord, une autre armée française écrit une page de gloire dans les fjords glacés de Norvège. À Narvik, 25 000 soldats alliés, dont 5 500 Français, vont accomplir l'impossible. Infliger à Hitler sa première défaite terrestre de la Seconde Guerre mondiale. Des légionnaires français chargeant à la baïonnette sous le soleil de minuit. Des chasseurs alpins escaladant des falaises verglacées. Une victoire totale qui aurait pu changer le cours de la guerre. Mais que l'histoire a presque effacé. Bienvenue à Narvik, la victoire que personne ne connaît. Le 9 avril 1940, Hitler lance l'opération Weserübung, l'invasion simultanée du Danemark et de la Norvège. C'est un coup de poker gigantesque. L'Allemagne nazie joue sa survie économique sur une seule carte, le fer suédois. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de minerais de fer transitent par le port norvégien de Narvik avant de rejoindre les aciéries du Reich. Sans ce fer, pas de chars, pas d'avions, pas de canons. Sans Narvik, l'Allemagne perd la guerre. La Kriegsmarine déploie des moyens colossaux. 10 destroyers transportant 2000 chasseurs de montagne d'élite, les Gebirgsjäger, foncent vers Narvik à travers les tempêtes de l'Atlantique Nord. C'est une mission suicide. Ces navires de guerre doivent traverser 1500 km de mer, contrôlés par la Royal Navy, débarquer leurs troupes et maintenir la position contre vent et marée. Les chances de succès sont infimes. Mais Hitler n'a pas le choix. Le 9 avril au matin, les destroyers allemands surgissent dans le fjord d'Ofotfjord. Les Norvégiens sont pris totalement par surprise. Les batteries côtières tirent quelques salves avant d'être réduites au silence. À 4 heures du matin, les Gebirgsjäger débarquent à Narvik. La ville tombe en quelques heures. Les défenseurs norvégiens, en infériorité numérique écrasante, se replient vers la frontière suédoise. Hitler exulte. Son pari le plus fou vient de réussir. Mais le Führer ignore une chose. La Royal Navy ne pardonne pas. Et derrière elle, une force expéditionnaire alliée se prépare déjà. Des Britanniques, des Norvégiens, des Polonais. Et surtout, des Français. Des hommes qui vont transformer cette occupation éclair en cauchemar absolu pour la Wehrmacht. Le 28 avril 1940, le général Antoine Bétoir débarque avec ses troupes près de Narvik. Il commande la 1re division légère de chasseurs, une force d'élite composée de la 13e demi-brigade de Légion étrangère et du 27e bataillon de chasseurs alpins. Ce sont les meilleurs soldats de l'armée française, des montagnards habitués aux conditions extrêmes, des légionnaires endurcis, beaucoup ayant combattu en Espagne ou au Maroc. Les conditions sont effroyables. La température oscille entre -10 et -20 degrés. La neige monte jusqu'à la taille. Les hommes patauchent dans des marécages glacés. Leurs uniformes gèlent sur leur peau. Beaucoup souffrent d'engelures. Le ravitaillement est cauchemardesque. Chaque obus, chaque caisse de munitions doit être transportée à dos d'homme sur des kilomètres de terrain impraticables. Les mules glissent et meurent d'épuisement. Mais Bétoir est un tacticien brillant. Il comprend immédiatement que Narvik ne peut pas être prise de front. La ville est défendue par plus de 6000 Allemands, retranchés dans des positions fortifiées. Il faut encercler l'ennemi, couper ses lignes de ravitaillement, le forcer à se battre sur plusieurs fronts simultanément. Le général français élabore un plan audacieux. Attaqué par les montagnes, que les Allemands croient infranchissables. Le 13 mai, l'offensive commence. Les chasseurs alpins français escaladent des pentes verglacées de 60 degrés d'inclinaison. Ils progressent de nuit, en silence, tirant leurs équipements lourds derrière eux.
Les Allemands ne les voient pas venir. À l'aube, les positions ennemies sont prises d'assaut. Les mitrailleuses françaises ouvrent le feu. Les Gebirgsjäger, pourtant réputés invincibles en montagne, sont complètement surpris. Les chasseurs alpins français viennent de leur donner une leçon magistrale de guerre en haute altitude. Pendant ce temps, la Légion étrangère attaque le village de Bjerkvik. C'est un assaut amphibie sous le feu de l'artillerie allemande. Les légionnaires débarquent sous une pluie d'obus, avancent dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine, puis chargent à la baïonnette. Le combat est d'une violence inouïe. Maison par maison, rue par rue, les légionnaires nettoient le village. Les Allemands résistent avec acharnement, mais la furie française est irrésistible. Bjerkvik tombe le 13 mai au soir. Les Français viennent d'accomplir le premier assaut, amphibie réussi de la Seconde Guerre mondiale. Les jours suivants voient bon des combats d'une intensité rarissime dans cet enfer blanc. Les Français progressent méthodiquement, réduisant une à une les positions allemandes. Chaque colline, chaque ferme, chaque bunker est arraché au prix du sang. Les Gebirgsjäger se battent avec le courage du désespoir. Ils savent qu'aucun renfort ne viendra. Leurs destroyers ont été coulés par la Royal Navy. Ils sont seuls, encerclés, condamnés. Le phénomène du soleil de minuit ajoute une dimension surréaliste au combat. À cette latitude, en mai-juin, le soleil ne se couche jamais. Les hommes se battent 24 heures sur 24 dans une lumière crépusculaire permanente. Impossible de distinguer le jour de la nuit. Les soldats perdent la notion du temps, combattent dans un état second, épuisés par le manque de sommeil et le froid constant. Le commandant Magrin Verneret, surnommé Monclar, dirige la 13e DBLE avec une poigne de fer. Cet officier légendaire mène ses hommes au combat avec un courage insensé. Lors de l'attaque du mont Gratischaugen, il marche en tête de ses légionnaires, debout sous les balles, hurlant des ordres. Les Allemands le mitraillent, mais il semble invulnérable. Ses hommes, galvanisés, le suivent dans une charge à la baïonnette qui enfonce les lignes ennemies. Les chasseurs alpins du capitaine Dutour accomplissent un exploit encore plus spectaculaire. Ils escaladent la falaise nord du plateau de Kuberg, 300 mètres de roches et de glace verticale. Les Allemands ont jugé cette approche impossible et n'ont positionné aucune défense. À l'aube du 27 mai, les Français surgissent derrière les lignes ennemies. La stupéfaction allemande est totale. En quelques heures, toute la position s'effondre. Les chasseurs alpins français viennent de réaliser l'une des manœuvres les plus audacieuses de la guerre. Le 28 mai 1940, l'assaut final sur Narvik commence. Les Français attaquent depuis le nord et l'est, les Norvégiens et Polonais depuis le sud. Les Britanniques apportent un soutien d'artillerie navale dévastateur. Les croiseurs pilonnent la ville, transformant les positions allemandes en brasiers. Les Gebirgsjäger résistent maison par maison, mais la fin est inéluctable. À 23 heures, le drapeau français flotte sur Narvik. La victoire est totale. Le général Dietl, commandant des forces allemandes, est anéanti. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Wehrmacht vient de subir une défaite majeure. Ses 6000 Gebirgsjäger d'élite ont été écrasés. Plus de 2000 morts, blessés et prisonniers. Le reste fuit vers la frontière suédoise dans la neige, abandonnant équipement et blessés. C'est une débâcle complète. Hitler entre dans une rage folle quand il apprend la nouvelle. Narvik représentait tout pour lui. Le minerai de fer, la crédibilité de la Wehrmacht, sa réputation d'invincibilité. Et voilà que des Français
ces mêmes Français qu'il est en train d'écraser en France, viennent de lui infliger son premier revers. Le Führer exige des comptes, menace ses généraux, cherche des coupables. Les pertes alliées sont lourdes mais supportables. Les Français comptent environ 500 morts et blessés. Les légionnaires et chasseurs alpins ont payé le prix fort pour cette victoire. Mais c'est une victoire stratégique majeure. Narvik est prise. Le fer suédois ne passera plus. L'Allemagne vient de perdre une artère vitale de son économie de guerre. Churchill est aux anges. Enfin, une bonne nouvelle dans ce déluge de catastrophes. Il télégraphie immédiatement ses félicitations au général Bétoir. La presse britannique titre sur « La brillante victoire française en Norvège ». Pour quelques jours, la France redevient l'alliée glorieuse, celle qui tient tête à Hitler et le bas. Mais à Paris et Londres, une décision catastrophique se prend déjà. La France s'effondre sous la Blitzkrieg. Les Panzers foncent vers Paris. Chaque soldat, chaque arme, chaque obus est nécessaire pour tenter d'arrêter l'invasion. L'ordre tombe comme un couperet. Évacuer Narvik. Rapatrier immédiatement toutes les troupes. La victoire la plus éclatante des Alliés depuis le début de la guerre va être abandonnée moins de 10 jours après avoir été remportée. Le 8 juin 1940, le général Bétoir reçoit l'ordre d'évacuation. Il est effondré. Ces hommes viennent d'accomplir l'impossible. Ils ont battu l'armée allemande, réputée invincible. Et maintenant, on leur ordonne de tout abandonner. Narvik, les positions chèrement conquises, les tombes de leurs camarades, tout. L'évacuation commence dans la nuit du 8 au 9 juin. C'est un moment déchirant. Les légionnaires et chasseurs alpins montent silencieusement dans les navires britanniques. Beaucoup pleurent de rage et d'humiliation. Ils regardent Narvik s'éloigner dans la brume, cette ville pour laquelle ils ont tant souffert, tant combattu. Le drapeau français flotte encore sur les ruines. Dans quelques heures, les Allemands reviendront et le descendront. Le général Dietl, réfugié avec ses survivants à la frontière suédoise, n'en croit pas ses yeux quand il apprend la nouvelle. Les Français évacuent. Lui qui se préparait à capituler, qui avait déjà rédigé sa reddition, voit la victoire lui revenir par miracle. Il redescend immédiatement sur Narvik avec ses troupes épuisées et reprend la ville déserte. Hitler le décore de la Croix de Fer. Dietl devient un héros du Reich pour une victoire qu'il n'a jamais remportée. Mais le destin n'en a pas fini avec les vainqueurs de Narvik. Le navire transportant une partie de la Légion étrangère, le paquebot Arandorastar, est torpillé par un sous-marin allemand pendant le voyage de retour. Des centaines de légionnaires qui avaient survécu à l'enfer norvégien périssent noyés dans l'Atlantique glacé. Une tragédie dans la tragédie. Les survivants arrivent en France au moment où tout s'effondre. Certains rejoignent de Gaulle à Londres. La 13e DBLE deviendra l'une des unités les plus décorées de la France libre, combattant à Bir Hakeim, en Italie et jusqu'en Allemagne. D'autres sont démobilisés, rentrés chez eux avec leurs médailles et leurs cauchemars. Tous garderont jusqu'à leur mort la certitude amère d'avoir remporté une victoire dont personne ne se souvient. Narvik reste la victoire oubliée de 1940, la seule bataille terrestre remportée par les Alliés cette année-là. Les Français y ont été magnifiques, prouvant que l'armée française pouvait battre la Wehrmacht quand elle était bien commandée et motivée. Mais cette victoire a été sacrifiée sur l'autel de la défaite générale. L'histoire a retenu Dunkerque, la débâcle, l'armistice. Elle a oublié Narvik. Elle a oublié ces hommes qui ont vaincu Hitler dans les glaces du cercle polaire. Pourtant,
Pendant quelques jours de mai 1940, sous le soleil de minuit, la France a été victorieuse.